On chialait le premier jour où on arrivait à la maison, mais à la maison de correction. Mais le deuxième jour, on chialait plus parce qu'on te foutait une paire de tartes. Après, on te jetait un brodo au visage, puis on dit « Chiale, tu pisserais un coup de moi ». Je me suis dit, je vais monter sur un braquage, parce qu'en montant sur un braquage, je vais tomber sur un poulet qui va peut-être m'allumer. Un choc, un événement, une rencontre, et leur vie tout entière a basculé dans un destin souvent hors du commun. Alors, Tim Guénard, vous aussi, vous avez vécu une histoire douloureuse que vous avez publiée dans un livre. Vous avez fait 2 livres, on parlera du second après, mais le premier livre qui s'appelle « Plus fort que la haine ». Et vous avez aussi raconté tout ce passé de maltraitance. Est-ce que c'est important de mettre des mots quand on a souffert pendant des années, de pouvoir à un moment donné le dire, le publier ? Je ne conseillerais pas à tout le monde d'écrire un livre quand on a eu un drôle de passé. Alors moi, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir la femme que j'ai. J'ai une femme avec laquelle il y a une grande complicité de cœur. Et du coup, le soir, je pouvais lui lire ce que j'avais écrit. Et en écrivant, il y avait des choses de mon passé qui revenaient me surprendre, même des choses que j'avais enterrées comme un chien enterre son os et qui ne sait plus où il l'enterre. J'avais même les odeurs où j'étais enfermé dans la cave, ou quand je dormais dans la niche du chien. Parce qu'on m'oubliait dans la cour tout nu et que c'était le seul qui m'accueillait. Pour que tout le monde comprenne, je crois que vous revenez vraiment de loin, puisque vous auriez pu mourir des quantités de fois, puisque vous avez été abandonné par votre mère, éduqué par un père qui vous a pratiquement fracassé, laissé pour mort, violé, battu, vous avez tout eu, tous les malheurs du monde, et vous êtes vivant. C'est-à-dire que la chance que j'ai eue, dans mon malheur, c'est que j'ai été 3 ans à l'hôpital et quand on est abandonné, que la maman elle est partie puis que le papa est déchu, on n'appartient plus à personne. Et du coup, à l'hôpital, je voyais les autres qui avaient la chance d'avoir des bisous, des câlins, des cadeaux, et ça fout les boules. Et même avec un drôle de papa, je rêvais que mon papa, il arrive comme s'il passe dans une machine à laver, parce qu'on rêve toujours de magie. Je ne savais plus marcher. Et pendant 3 ans, un jour, j'ai appris à marcher parce que je suis devenu un voleur. Tim, je vous arrête une seconde. Vous étiez à l'hôpital pendant 3 ans parce que votre père vous a frappé et vous a pratiquement laissé pour mort. Voilà. Mais c'est la violence familiale qui vous a mis dans cette... C'est l'alcool, parce que mon père, quand il buvait, il savait jamais ce qu'il faisait. Et malheureusement, les gens, quand ils pètent les plombs, quand ils tapent ou quand ils s'enfoncent, il n'y a pas de réglage. Alors, il y a des enfants qui prennent plus que la normale. Alors, je rappelle, votre père était garde du corps dans une ambassade, et apparemment, il a vraiment disjoncté quand votre mère est partie. C'est-à-dire, c'est ce que je me rappelle, je pense que j'étais la représentation de ma mère. Je me disais toujours, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tous les jours, j'essayais de le regarder avec... je pensais qu'il allait me faire un bisou, ou qu'il allait me... Tu vois, un truc normal. On rêve de trucs cons. Comme tous les enfants. Et à l'hôpital, en fin de compte, un jour, je suis devenu un voleur parce que j'ai volé un tout petit morceau de papier cadeau. C'était un tout petit morceau de papier qu'on jetait. J'allais le regarder en cachette en rampant sur le sol comme une limace parce que je ne savais pas marcher. Et ce petit papier cadeau allait devenir mon espérance. Parce que dessus, il y avait un nounours qui faisait ça, sur le wagon du train. Et j'avais l'impression que c'était le seul qui venait me regarder joliment. Et au bout d'un moment, j'ai décidé de ne plus attendre un papa magique. J'ai décidé que j'allais vivre pour aller tuer mon père, que j'allais remarcher pour aller tuer mon père. Et ça m'a aidé à survivre parce que... Faire la haine. Voilà, parce qu'après l'hôpital, je suis allé à la DAS, c'est ce qu'on appelait l'assistance publique autrefois, et on mettait les enfants en ligne et les gens venaient choisir des enfants. Alors les jolis enfants, ils gagnent toujours des papas et des mamans d'occasion. Mais ceux qui qui sont pas beaux parce qu'ils ont un nez esquinté ou une oreille foutue ou ils tremblent parce qu'ils ont la trouille des tout, les gens, t'as le droit de revenir une deuxième fois, mais t'as le droit à 3 chances. Tim, d'ailleurs, quand vous parlez de la DAS, vous dites que votre visage est cassé, brisé à l'image de votre vie. J'avais un coup de couteau qui allait jusqu'à l'œil, j'avais un œil qui était petit, j'ai une oreille explosée. Oui. Et puis on nous mettait en short, on voyait tous les défauts. On avait les cheveux rasés, alors on voyait des coups de couteau sur la tête. Aucune possibilité de vous faire adopter. Et c'est comme dans un magasin. Je suis sûr que si je vous mate dans un magasin et que vous voyez des fruits, vous allez d'abord chercher les jolis fruits. Ou vous allez prendre une boîte s'il n'y a pas de bosse. Vous la prenez, si vous voyez une bosse, vous allez le remettre, ou s'il manque un morceau d'étiquette. Mais si vous crevez de faim, je peux vous dire que la boîte sans étiquette ou avec une bosse, je peux vous dire que c'est drôlement bon. Aussi bon que ceux qui sont beaux. Et moi, je rêvais d'avoir une maman et un papa d'occasion. Quand je voyais une maman qui faisait ça sur la tête de son enfant, ou un papa qui faisait ça,
j'avais envie de foutre des coups de boule pour remplacer l'autre. Et je me disais... j'ai même trouvé la seule moment que j'ai eu dans mon enfance, en fin de compte, c'est quand j'allais voler à des heures précises. À 5 heures, à la sortie des écoles, j'allais regarder les enfants normales. Et je me rendais compte que les gens qui aimaient leurs enfants, ils ne voyaient jamais les enfants d'à côté. Et du coup, j'allais piquer tous les jours à 5 heures parce que la seule qui ne m'avait jamais abandonné depuis que j'étais tout petit, elle s'appelle la trouille. Alors, du coup, en allant voler à des heures précises, c'était plus elle qui venait me surprendre, c'était moi qui me jetais dans ses bras, comme une sortie d'école. Vous avez commencé, on imagine bien, à voler, puisque vous ne pouviez faire que ça. Comment, justement, vous avez, dépassé tout ça, appris à marcher, appris à ressurgir? Parce que, bon, après, c'est la maison de correction, encore avec des tas de choses horribles qui vous arrivent. Oui, bah malheureusement, c'est le deal de tous les enfants comme ça. Donc, quand on rentre dans ces maisons-là, il ne faut pas nous toucher gentiment parce qu'on est des enfants qu'il ne faut pas... Il faut pas, comment on appelle, faire de sensiblerie avec nous. Il ne faut pas montrer de signes d'attachement. Alors c'est pour ça qu'on change tout le temps d'éducateur, d'assistante sociale. Sympathique, tous les enfants de la Terre ont besoin que d'une seule chose. Ça ne s'appelle pas, c'est pas très compliqué, ça s'appelle amour. Hein, pour dire merde ou dire du mal sur quelqu'un, on le dit à voix haute. Pour dire le mot je t'aime, on devient discret. Et malheureusement, dans ces maisons-là, moi je me rappelle, je comprends ce que dit mon frangin à côté. Excuse-moi si je t'appelle mon frangin, mais... Parce que Patrick aussi en parlera après, une vie difficile. Je ne le connais pas, mais je le sens. Et au niveau des larmes, moi je me rappelle que quand on chialait le premier jour, on arrivait à la maison, mais à la maison de correction. Mais le deuxième jour, on ne chialait plus parce qu'on te foutait une paire de tartes. Après, on te jetait un brodeau au visage, puis on dit « chiale, tu pisserais un coup de moins ». Et après, quand on voyait quelqu'un chialer, on avait envie de lui foutre un coup de boule parce que nous chialer. Moi, la première fois que j'ai vu quelqu'un chialer, c'est un juge qui a regardé mon dossier, qui cachait ses yeux. Et vous ne pouvez pas savoir ce que c'est beau de voir quelqu'un chialer. Surtout, ne vous privez pas de chialer. Mais arrêtez parce qu'on va tous pleurer. Hein, si non, vous continuez. Ouais, je vous le dis, je sens l'émotion monter tous, on va finir par tous pleurer. Mais c'est pas grave, c'est ce qui prouve que vous avez quelque chose dans les tripes. C'est dur d'entendre un ancien enfant martyrisé en parler comme ça. Bon, les seuls qui m'ont tendu la main, malheureusement, c'était 2 grands voyous. Mais quelque part, heureusement. Mais comme toujours, quand on se retrouve dans la rue. Hein. Et bon, j'ai appris un métier qui était d'apprenti proxénète et puis moi-même de me prostituer avec des femmes riches. Mais en fin de compte, ça a été un beau cadeau que je me prostitue parce que les gens souvent me disent « vous n'avez pas eu honte » ou juger ces femmes. Et je dis « mais non, c'est le seul moment de tendresse que j'ai connu dans ma vie ». Mais qui, quand même, c'est la question qu'on a envie de vous poser quand même, Tim, qui dans votre parcours d'enfant, d'adolescent, il n'y en a pas un, à un moment donné, une personne qui a eu un mot gentil, qui a posé un regard un peu différent sur vous, qui ? Parce que j'imagine qu'il y a des... Enfin, on va en parler. Bien sûr qu'il y a des rencontres essentielles qui ont transformé votre vie, heureusement. Oui. Mais il y a le premier cadeau, gratos, vraiment gratos. Un jour, je marchais dans la rue et une prostituée qui avait du volume marchait sur le trottoir près de la place Blanche. Et elle m'a regardé comme ça et puis elle a fait oh, « qu'est-ce que tu as un beau regard » et elle m'a plaqué contre ses 2 gros seins. Et elle m'a serré et elle m'a embrassé le dessus de la tête en me disant « qu'est-ce que tu as un beau regard ». Depuis que j'étais tout petit, j'étais un enfant laid, avec une oreille aplatie. Et comme tu disais tout à l'heure, les plus méchants, malheureusement, parfois, c'est les enfants. Mais le beau cadeau que j'ai eu après, c'est qu'un jour, je me suis fait prendre par la police. Ils m'ont interrogé, ils ont été cool avec moi, ils m'ont donné à manger, à boire, tout, c'est-à-dire la totale. Et puis, ils m'ont emmené au palais de justice. Ouais, je me suis accroché au pantalon d'un des policiers parce que j'avais envie qu'il soit mon père d'occasion. Parce que je trouvais qu'il avait une bonne gueule et puis surtout, je trouvais qu'il pouvait me protéger. Ah oui, tant qu'à faire. Et j'ai jamais oublié ses yeux. Et quelques minutes plus tard, j'apprenais que j'étais le plus jeune grand délinquant de France à l'époque. À quel âge, Tim ? Je devais avoir 13 ans, 14 ans, mais j'avais commencé à 11 ans. Et c'est la rencontre avec une femme juge. Et vous savez pourquoi je voulais voir une femme juge ? Parce que mes frères et sœurs de galère, ils disaient toujours « ma mère le juge m'a dit, ma mère le juge m'a promis, ma mère le juge l'a fait ». Vous vous êtes dit, c'est une façon d'avoir une... Mais manque de peau, quand j'ai vu sa tronche, elle avait une tête de dragon. Elle n'avait pas la tronche pour faire du bien, extérieurement. Mais quand elle a lu mon dossier, c'est elle qui a mis de l'humidité dans ses yeux. Et elle m'a demandé ce que je voulais. Mais elle m'a considéré et elle m'a proposé un métier. Et grâce à elle, je lui ai donné ma parole de voyou. Je lui ai dit, je vais y arriver. J'ai eu mon diplôme et le plus beau cadeau que j'ai fait, vous savez ce que j'ai fait ? J'ai pédalé pendant 75 km, je suis arrivé au palais de justice. On ne voulait pas me laisser entrer parce que je n'avais pas fait de conneries. Du coup, j'ai dit, je viens voir ma mère le juge. Refus d'accès. Et puis au loin, je lui ai montré mon diplôme. Et puis,
Elle a fait signe de venir, du coup j'ai regardé les deux gendarmes et je t'avais dit que c'est ma mère. Et je suis entré à son bureau et elle a joliment regardé mon diplôme. Puis quand elle a eu fini, j'ai fait, c'est génétique madame, tel père, tel fils. Puis elle a fait, je suis fier de toi. Et c'est de là, c'est à partir de ce moment-là, Tim, que vous êtes reparti. Que la vie a voulu que petit à petit, voilà. il y a eu un jalonnement de rencontres, avec d'autres personnes. On parlera aussi de votre épouse, bien évidemment. Mais il y a d'autres rencontres. Parce que pour se redresser, c'est-à-dire pour faire un pied de nez à la fatalité, ce qu'on appelle le destin, la fatalité, il faut qu'il y ait des gens qui viennent caresser ta vie et qui te donnent envie de devenir un voleur de beau. C'est-à-dire, on peut voler des thunes, on peut voler du savoir, mais aussi quand on voit du beau chez les autres. Il n'y a pas que les habits qu'on a le droit d'essayer. On peut aussi essayer, oser être papa, par exemple. Si je suis papa, c'est parce que j'ai vu des jolis papas. Si je suis marié et amoureux de ma femme, c'est parce que j'ai vu des hommes qui étaient amoureux de leur femme et qui sont mariés avec. Et c'est ça qui m'a aidé à ne pas reproduire, c'est-à-dire à innover. Tu vois, et ça pour moi c'était... J'ai pas peur de dire aux gens, surtout si vous voyez des gens tordus comme nous, c'est-à-dire des gens mal élevés, pas intéressants, mal éduqués, pas jolis. Surtout, n'ayez jamais peur de les aimer. Voyez ? Martine, alors je voudrais me retourner vers votre épouse. Donc à 20 ans, vous rencontrez Martine et qui vient, elle, alors c'est aussi une rencontre incroyable parce que Martine, vous venez d'un univers mais totalement opposé, la bourgeoisie, pas de problème. Surtout beaucoup d'amour, surtout. Oui, mais comment se fait cette rencontre, justement? Nous nous sommes rencontrés à l'Arche de Jean Vanier, une communauté où vivent ensemble des personnes qui ont un handicap mental, avec des gens comme vous et moi. Et moi, je venais aider là 3 jours par semaine. Et quand je l'ai vu, je peux vous dire que ce n'était pas du tout mon type. Hein. Il faisait tout pour se faire remarquer, ça, j'ai horreur de ça. Surtout. On comprend bien qu'il existe. Hein. Les muscles, c'était très important. Moi, les muscles des mecs, ça m'a jamais fait palpiter. Et quand nous nous sommes rencontrés le premier soir, en fait, il m'a raconté sa vie, une partie. Et c'est vrai que tu m'as dit à ce moment-là, il était tout étonné, c'est la première fois. Comme il le disait tout à l'heure, il ne parlait jamais de sa vie. Et vous, ça ne vous a pas effrayé? Pas du tout. Mais je pense que dès ce moment-là, j'ai vu quelqu'un qui avait un espèce de cœur immense, qui n'avait pas de barrière, qui avait quelque chose d'immense et d'infini. Voilà. Au début, ça n'a pas été facile pour Martine d'être mariée avec quelqu'un comme moi. Ah ben non. Je n'ai pas été du gâteau. Hein. Certes. Je l'imagine facilement. Et d'ailleurs, la question c'est alors, et quand vous êtes devenu père, vous avez 4 enfants? Ouais, c'est un cadeau. J'ai rêvé d'être papa, mais alors rêver comme on ne peut pas imaginer. Et quand ma fille est née, je peux vous dire que je suis passé dans un autre état. Je me suis rappelé comme un disque rayé. Celui-là avec les parents qu'il a, tel père, tel fils. Et j'ai eu tellement peur d'être un mauvais papa et un mauvais mari que j'ai eu envie de faire de la marche arrière, c'est-à-dire de me casser. Pendant 12 ans, j'ai eu la trouille d'être un mauvais papa et un mauvais mari. 12 ans. C'est-à-dire d'être dans ce qu'on nous dit en permanence, on reproduit les schémas, d'être à votre tour dans la maltraitance avec votre enfant. Et c'est là où ma femme est un immense cadeau, c'est que quand je suis bien, elle me le dit à voix haute, alors ça j'adore. Et quand je suis con, elle me le dit aussi, alors ça j'aime un peu moins, mais je suis bagarreur. Alors je lui dis, dis-le, puis je vais y arriver. Et un jour, j'étais con avec ma fille aînée, vous savez, et ma fille, qui avait 12 ans, ce jour-là, a été plus grande que moi. Elle m'a regardé, elle m'a tendu les bras, elle m'a donné un bisou gratos, et elle m'a dit, on s'aime, hein, papa. Et ce jour-là, sans le savoir, ma petite fille m'a délivré de ma mémoire blessée. Et c'est grâce à, je n'ai pas peur de dire, c'est grâce à la patience de ma femme. Depuis 22 ans que je suis marié avec elle, en 22 ans, quand je suis un homme pas parfait, mais que j'ai quand même le droit de me parfaire, elle ne m'a jamais fait ça sur la tête, elle m'a toujours fait ça. En même temps, c'est joli ce que vous dites, mais c'est le geste inverse que vous cherchiez en étant enfant aussi. Voilà. Moi, j'en profite quand même là pour juste demander donc à Stéphane Van Nistendal. Là, il y a quelque chose de, je pense, d'essentiel qui vient d'être dit sur la maltraitance et la répétition. On a l'habitude de dire que quand on rencontre des parents maltraitants, des parents violents, etc., en général, ce qui est vrai quand même, ça il ne faut pas dire le contraire, la plupart du temps, ce sont justement d'anciens enfants maltraités. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'on a été maltraité, c'est là où je vais en arriver, qu'on va devenir justement un parent maltraitant. Je crois que c'est le moment d'éclaircir les choses. C'est exactement comme vous dites,
Un enfant maltraité qui plus tard maltraite ses enfants, ça existe. Comme vous dites, il ne faut pas le nier. Mais c'est l'exception. En fait, la majorité ne le font pas. C'est ça qu'il faut rappeler. Il faut quand même accompagner un peu parce que le risque augmente. Hein. Il ne faut pas être naïf non plus. Mais, et là, on touche sur toutes les violences, il faut le dire. Pour toutes les violences. Toutes les violences vont en s'accentuant si on n'est pas aidé, accompagné. On a tous besoin aussi d'une aide professionnelle quand ça s'impose. Mais le seul professionnalisme ne suffit pas. Il faut toujours, comme la juge, comme certains psychologues aussi, un certain type de regard. Et il y a... Qui est un regard, quand même, on peut le dire, justement d'un être humain à un être humain et un regard aimant. Oui, et qui cherche le positif. Pourquoi? Parce que c'est le positif, et uniquement le positif, qui va permettre de construire quelque chose. Moi, je voudrais dire un mot, enfin que vous disiez plus exactement, Tim, un mot sur le père Thomas qui a été décisif, puisque vous dites que c'était l'électrochoc du pardon pour vous quand vous aviez 21 ans. Ce qui était beau, c'est que je n'étais jamais fou pour lui. Pour quelqu'un d'autre, j'aurais été fou. Un jour, je suis arrivé avec un canard et je lui ai dit, tu vas me le baptiser. Un type normal aurait dit, il est pété. Je lui ai dit, tu baptises mon canard. Il me dit, on baptise pas un canard. Je lui ai dit, si, tu baptises mon canard. Et comme quoi, pour montrer comme quoi, pour aider quelqu'un à se redresser, il faut avoir de l'imagination. Et il avait une imagination d'amour. Alors, il est allé chercher un pot d'eau, puis il a lu la bénédiction de Saint François d'Assise avec tout son cœur, puis il a aspergé mon canard. Puis il a dit maintenant, il a mis la main sur mon cœur, puis il m'a dit maintenant il faut préparer ton cœur. Mais est-ce que vous en êtes devenu croyant de ce baptême sur le canard ou pas? Oui, mais délicatement. Hein, parce que non, mais il faut être délicat. Moi, j'ai pas peur de dire, je suis croyant, mais croyant délicatement. C'est-à-dire que je suis un voyou avant d'être croyant. Alors du coup, je regarde toujours s'il y a des sorties de secours, hein, mais pas une seule, hein, plutôt 3 qu'une. Et du coup, donc vous avez appris à pardonner? J'ai eu le désir d'abord. Le désir? Mais je voulais pas voir mon père. Je savais pas comment j'allais réagir. C'est là que j'en arrivais. C'était le désir de pardonner à ce fameux père que vous vouliez tuer. Qu'est-ce que vous pensez maintenant? Au début, je voulais pardonner et il fallait surtout pas que je le voie. Je pardonnais, mais il fallait pas que je te voie. Mais par contre, après, je me suis dit, je suis devenu croyant. Et je suis allé voir mon père et puis bon, j'ai voulu qu'on se pardonne. J'ai dit à mon père, je te pardonne, on se pardonne. Et du coup, mon père a accepté que je le pardonne. Mais lui, je lui ai renvoyé le passé au visage et du coup, il ne pouvait plus se pardonner. Du coup, on ne pouvait pas se rapprocher parce qu'il avait la culpabilité. Il avait honte de ce qu'il m'avait fait. Mais moi, j'avais envie de retrouver quand même mon père. Et vous en êtes où alors aujourd'hui? Est-ce que vous avez pu faire un bout de chemin? On a pu faire la paix. Bon, ça n'a pas été magique, il ne faut pas rêver. Hein, il faut du temps. Mais est-ce que c'est essentiel de pardonner? Ah oui, ça c'est... Parce pour certains, ils préfèrent rester dans la haine. Non, mais pour les autres, mais pour moi, c'est pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que, tout simplement, avant, je ne vivais qu'en me disant, je n'oublierai jamais, je ne pardonnerai jamais. Et du coup, j'étais attaché à mon passé comme un chien est attaché au bout d'une laisse. C'était une deuxième façon que mon passé me bouffe, c'est-à-dire me gagne une deuxième fois sur moi. Et du coup, j'ai décidé que mon passé n'allait pas gagner une deuxième fois sur moi. Et c'est là où c'était important pour moi de vivre le pardon, et maintenant, j'ai pas peur de le dire. Tout ce que je vis de beau aujourd'hui, je ne peux pas être aujourd'hui sans avoir été hier. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est la cicatrice dont on parlait tout à l'heure. Du coup, mon hier, j'en ai pas honte. D'abord, quand je vais dans les prisons, là, je reviens de Lituanie où j'étais avec les enfants des rues et dans les prisons, il y a des prisonniers qui disaient, c'est vrai ce qu'il dit qu'on n'est pas là pour reproduire, on est là pour innover et qu'on va rebondir comme les kangourous. Ça, c'est une belle image. Ça vaut la tarte tatin de la résilience. Tu vois, je voudrais justement dire, Tim, c'est pour ça d'ailleurs que vous publiez un deuxième livre qui s'appelle Les taggeurs d'espérance aux presses de la Renaissance, puisque vous, comme Albina, comme Satya, vous êtes tourné vers les autres en faisant non seulement de l'humanitaire, mais en accueillant dans la maison où vous vivez avec vos 4 enfants des tas de gens qui viennent se ressourcer, des jeunes délinquants, toutes sortes de gens. La chance que j'ai, c'est que ma femme aurait pu refuser ce genre de vie, oser partager sa maison, même donner la chambre d'un des enfants pour accueillir quelqu'un d'autre autour. Il fallait que ma femme soit folle. Et un jour, je l'ai mis même devant le pied. Je disais qu'elle était très équilibrée. Oui, non mais un jour, je lui ai fait un chantage. Je lui ai dit, si on n'accueille pas telle personne, je n'irai plus jamais me foutre à genoux dans une église parce que Dieu me dira, je suis venu chez toi et tu ne m'as pas accueilli. Tu vois, c'est comme ça que je vois Dieu. Alors Tim, il y a quelqu'un qui vous a écouté avec beaucoup d'attention, Patrick Anderix. Vous avez dû vous retrouver, vous, dans tout ce que vient de dire Tim, puisque vous avez une histoire qui est quand même
très différentes tout en étant très proches. Vous aussi, un passé qui n'est pas si lointain, passé de truands. Vous avez été abandonné, les foyers, enfin plein de grosses difficultés. Et vous avez transformé tout ça puisque aujourd'hui vous êtes un industriel, vous vivez en Belgique, vous êtes belge, et un industriel qui marche bien. Très bien, oui. Qui fait même bien fonctionner son affaire. Je pense par rapport à tout ce que j'ai entendu ici, c'est que j'ai des similitudes avec tout le monde. Avec tout ce que j'ai entendu, c'est même étonnant. Mais, pourquoi avec tout le monde? Mais quand je pense à Leïla, j'espère que je le dis bien, c'est Leïla. Naïla. Quand je pense, à un certain moment, elle dit oui, j'ai une cicatrice. Vous faites la remarque d'ailleurs, j'ai une cicatrice. Pourquoi ne pas l'avoir enlevée? Et moi, j'avais envie de lui dire oui, c'est comme mon œil, quoi. On voit ouvertement que j'ai un énorme problème. Et j'aurais les moyens de me faire opérer, d'arranger un petit peu ma figure pour qu'elle soit un peu plus passable. Mais j'ai pas envie, parce que c'est moi, parce que je m'en fous de toute façon ce que pensent les autres. Je sais ce que je fais moi, je sais ce que je construis, je sais ce que je réussis. Le qu'en dira-t-on, et ça n'a plus aucun intérêt. Quand je l'entends parler, lui, ça me rappelle tellement de choses. Et il y a une partie de ce qu'il a vécu, j'ai vécu aussi. Et il y a une partie de ce qu'il a vécu que j'ai vu de mes yeux, mais encore au-delà de ce que lui raconte. Et c'est vrai qu'il y a un moment où on n'arrive plus à en parler, parce que il y a deux sentiments. D'abord, je ne sais pas si lui il pense à la même chose. Il y a des moments où on n'a pas le courage d'en parler parce qu'on a l'impression que de toute façon les autres vont dire ce mec est complètement fou, il raconte que des conneries, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Donc on rentre dans un temps où on se dit moi je ne dis rien, tout va bien, j'ai bien vécu, j'ai vécu une enfance fantastique. C'est parce qu'on a peur que les gens ne vous croient pas de toute manière. Mais c'est encore pire parce que de ne rien dire, c'est tout garder en soi. Tout garder en soi, c'est le cultiver. Donc, on fait de l'autodestruction parce que justement, il faut avoir le courage d'en parler. Et il faut oser se dire à un certain moment, je vais tout mettre sur la table et on s'en fout de ce que les autres diront. L'important, c'est que des gens le sachent. Maintenant, c'est devenu votre problème. C'est plus le mien. Parce que maintenant, vous êtes... C'est une façon de s'en débarrasser. Mais pour reprendre le fil de l'histoire, quand j'ai vécu avec maman, j'ai eu une éducation assez limitée, je dois dire. Parce qu'il y a malheureusement des parents, quand ils ne savent pas trop ce qu'il faut faire, des fois c'est les claques qui tombent, quoi. Mais je lui en veux même pas, je lui fais aucun reproche, parce qu'en plus je sais qu'elle me regarde, je sais qu'elle a fait en fonction de ce qu'elle savait faire, de ce qu'elle pouvait faire, parce que la vie, elle n'a vraiment pas gâté non plus, la pauvre, mais malheureusement je crois que j'ai payé le tribut de ce qu'elle a vécu. Moi, j'ai jamais connu mon père. De toute façon, je veux vraiment pas le connaître. Je te souhaite les pires choses qui peuvent arriver sur la terre. Donc, vous n'êtes pas du tout dans le pardon, hein, dont parle le Tim, vous. Non. Oui. Je déteste le pardon. Je n'excuse rien. Je suis un radical. Je suis un radical. Et on vous met dans des maisons qu'on appelle des internats, où vous vivez toute une semaine, et normalement, les parents viennent vous chercher le week-end, mais des fois, à cause des impératifs professionnels, on ne sait pas venir vous chercher le week-end. Donc ce qui se passe, c'est que des fois, vous vous retrouvez dans des week-ends avec un surveillant, mais le mec, il râle tellement qu'il ne peut pas aller, lui, dans sa famille, qu'il est obligé de rester le week-end parce que vous êtes là. Qu'est-ce que vous croyez qui arrive? Qui est-ce que vous croyez qui arrive? Il n'a pas envie de jouer au Monopoly avec vous. Hein. Il vous explique la vie. Hein. Il vous explique la vie. Hein. C'est ça. Et c'est qu'il y a des causes à effet. Mais est-ce que c'est systématiquement... Non, mais là, c'est systématiquement la violence, le viol et tout sur les enfants? Madame, non, mais j'ai peut-être pas le courage de dire tout ce que lui, il a dit. Je vais vous donner 2-3 exemples, parce que de toute façon... Les enfants ont toujours tort. Mais je crois que c'est important que vous le disiez, parce que contrairement justement à ce que les gens qui nous écoutent pourraient croire, ça n'appartient pas à une autre époque. Ça arrive, on l'entend encore malheureusement tous les jours. C'est partout où il y a des enfants que l'on sait fragiles, sans foyer et tout, ils sont toujours à la merci de tout. Vous devez penser plus loin. Ça se passe même dans des habitations, là où il y a les parents. Non, mais c'est encore pire que ça. Bien sûr. Mais vous savez, je vais vous donner des petits exemples. Quand vous avez, par exemple, la porte du dortoir qui s'ouvre, parce que le surveillant va choisir sur qui il va s'amuser aujourd'hui et avec qui il va aller faire ses petites frivolités, il y a des gosses de 11 ans, 12 ans qui surinent dessus, parce qu'il y a la peur. Ça va tomber sur qui? On ne sait pas sur qui ça va tomber. Le môme, il fait pipi dans son lit. Eh ben, s'il fait pipi au lit, le lendemain, il y avait 200, 300 élèves qui sont dans la cour. Eh ben, il doit faire le tour du préau avec les draps de lit sur lui. Voilà. Ça, c'est les petits jeux sadiques. Et le dernier petit exemple, et puis on tourne la page parce que j'ai pas envie, j'ai pas le courage comme lui de dire certaines choses. Vous savez,
L'hiver était arrivé et quand on est gamin, je crois que ça existe encore maintenant, on avait l'habitude de glisser pour faire une patinoire dans les cours de récréation. Ouais. Et à un certain moment, je me suis ouvert le menton, mais bien ouvert. Une réaction normale, c'est de vite courir, de dire je vais prendre le gosse, on va, je sais pas, m'enlever son pull pour que ça arrête de saigner, c'est de réconforter. Le seul médicament que vous prenez au départ, c'est 2 bonnes claques. Déjà là, on se demande quand même, c'est pas très... Mais enfin bon, à force, on s'habitue. On les sent même plus. Et puis, ça se passe un lundi, et on vous remet en classe directement, et en classe, vous recevez d'autres claques. Pourquoi ? Parce que malheureusement, on vous a toujours pas soigné, mais il y a le sang qui coule sur les cahiers. Donc vous abîmez vos cahiers. Donc là, vous avez forcément d'autres claques, parce que vous salissez le cahier. Et puis, il y a un homme qui vient, avec un tablier blanc, qui dit, bon, ben, il vient, hop, il vous prend par l'oreille, vous allez avec lui, dans ce qu'on appelle une infirmerie. Je crois que même Brigitte Bardot, elle ne voudrait pas faire opérer un chien, là, mais enfin, bon, c'est une infirmerie. Et on vous prend un peu d'éther. Vous avez 12 ans, imaginez, hein, vous avez 12 ans. On met un peu d'éther, on prend une aiguille, on prend un fil, allez, mets ta tête en arrière, voilà, à 12 ans. Quand vous vivez ça, vous apprenez à ne plus jamais baisser les yeux. Vous apprenez à dominer la douleur. Vous apprenez la haine et vous apprenez surtout la vengeance. La vengeance. On est venu me chercher que le samedi. Donc je suis resté toute la semaine comme ça. On est venu me chercher le samedi. Et c'est le samedi qu'on s'est rendu compte de l'ampleur de la catastrophe. Et c'est un médecin qui, heureusement, m'a fait les piqûres qu'il fallait, parce qu'il me restait 1 heure et j'étais mort. J'avais 46 de fièvre. J'étais à la limite. Je suis resté 1 semaine, j'ai pas dit un mot. J'ai pas pleuré une fois. Je ne me suis pas plaint une fois. Parce que si je me plaignais, il y avait de nouveau les coups qui tombaient. Patrick, est-ce que ça veut dire que c'est là qu'on apprend justement à tout garder pour soi ? Même la plus grande douleur, qu'elle soit physique ou mentale ? Je ne crois même pas qu'on apprend à garder sa douleur, parce qu'avec le recul et à l'âge que j'ai maintenant, je me rends compte que l'enfance a un avantage, c'est que l'enfance est égale aussi à innocence, qui fait que peut-être ça nous rend plus forts, je sais pas, parce qu'on se dit, si on le vit nous, ben c'est tous les gosses vivent ça, quoi. On pense que c'est tout le monde. On se dit, c'est tout le monde. C'est normal. Oui. On pense qu'on est... Donc, qu'est-ce qui se fait ? On monte des étages comme une pyramide, où on se dit, je vais être fort, et puis encore plus fort. Et puis un jour, vous allez tellement haut, vous ne savez plus revenir en arrière. Et vous ne devenez plus des êtres humains, vous devenez des machines, vous devenez des bêtes. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Je suis devenu une bête. Puis on n'est plus normal. C'est ce que je voulais vous demander. Est-ce que vous pensez que c'est à cause de ce passé qu'à un moment donné, d'ailleurs comme Tine, vous êtes devenu délinquant puis truand ? C'est qu'il n'y a pas d'autre voie qu'on vous ouvre ? J'étais un garçon droit. On ne savait rien à me reprocher. Jamais j'avais eu la police, jamais je n'avais fait l'école buissonnière. Jamais. D'abord, je n'aurais jamais osé. C'est une catastrophe, j'avais jamais osé. Et puis un jour, il se passe quelque chose dans une vie. J'avais quoi ? J'avais 17 ans. J'avais 17 ans. Il y a un rayon de soleil qui est rentré dans ma vie. Un sourire qui change votre vie. C'est une nana qui vous regarde et qui vous fait tomber en 1000 morceaux. Et je me suis raccroché à elle parce qu'elle m'a montré, elle m'a fait découvrir un côté de la vie que je ne connaissais pas. C'est plein de choses. Donc j'ai pris confiance en moi et je me rendais compte que petit à petit, les gens autour de moi, ils disaient « mais c'est de toute façon qu'un sale voyou, et c'est un sale voyou ». Et sa famille disait « mais c'est un sale voyou ». Et sa mère, regarde sa mère, il n'y a personne qui vit à la maison, c'est une fille mère, elle n'est même pas mariée, elle a un enfant. Donc je subissais. Mais comment vous avez basculé ? Je bascule à cause de la société. Parce qu'à force de me montrer du doigt, t'es un voyou, t'es un ceci, t'es un moins que rien, tu vis dans les quartiers défavorisés, t'es un ceci. Vous savez, vous y êtes allé, c'est ça à force de taper sur la tête de quelqu'un, à un moment, vous mettez un casque. Hein, vous en avez marre d'avoir mal de tête. Et j'ai perdu mon rayon de soleil. Malchance pour moi. La seule chose à quoi je tenais, je l'ai perdu. Par bêtise parentale, si on peut dire. Et là, j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, puisque tout le monde dit que je suis un voyou, maintenant vous allez voir. Je vais le devenir. Et maintenant, je vais devenir numéro 1. Et je suis devenu numéro 1. Numéro 1 ? Je suis devenu un numéro 1. Oui, c'est vrai d'ailleurs, on va l'entendre. Et je suis monté, j'ai fait le parcours. Et aussi bien dans le sens, d'ailleurs, vous êtes devenu numéro 1, aussi bien dans la descente que dans la remontée. Oui. C'est ça qui est absolument fascinant dans votre parcours. Et là, j'ai eu une période de chance parce que ce sont des anciens voyous qui m'ont éduqué, donc les vieilles mentalités, qui m'ont appris le respect, de la parole donnée, période de chance, qui m'ont appris l'amitié. Oui.
Mais même si j'aurais pas eu cette chance, je serais peut-être mort aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est une chance. D'accord. Parce qu'ils m'ont appris des valeurs que j'ai encore aujourd'hui, que je donne à mes enfants et que je donne aux gens que j'aime. C'est la parole, le respect de l'amitié, la droiture, certaines choses. Et les seuls gens à qui on peut mentir, c'est la police. Donc, c'est le principe. C'est comme ça que ça marche. Et les vieux... Et les vieux qui m'ont éduqué, je suis monté très très vite. Oui. Et puis vous commencez par des bêtises, vous commencez par un petit braquage, un petit casse. Et ça se finit en faisant quoi? Ça se finit en fourgon, quoi. Ouais. Voilà. Alors, combien d'années à être truand? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années, mais beaucoup de morts autour quand même. Hein. Beaucoup de morts? Beaucoup de morts, puisque j'ai beaucoup d'amis qui ont été abattus, j'ai mon frangin qui a été abattu, j'ai des gens qui ont été estropiés, ça continuait, quoi. En fait, ça continuait. Mais avec le recul, et j'en discutais il n'y a pas longtemps, et je me rends compte finalement que je suis devenu voyou parce que je cherchais une punition. Parce que comme j'étais quelqu'un avec un caractère fort, je me suis dit, je vais monter sur un braquage, parce qu'en montant sur un braquage, je vais tomber sur un poulet qui va peut-être m'allumer. D'ailleurs, je vous arrête une seconde, c'est exactement ce que disait Tim tout à l'heure, quand il s'est aussi accroché au pantalon du policier. C'est toujours le père de substitution qui amène la punition et qui dit stop. Moi, j'ai osé faire des trucs qu'on n'a jamais osé faire. J'ai fait un braquage en face d'un bureau de police. Je suis resté 8 minutes dans la bijouterie, même les poulets ne sont pas sortis. Et tellement pourtant, ils avaient peur? Ah oui. Ah oui, parce qu'il faut être gonflé pour le faire. Ouais. Ah oui, ou fou, on les a attendus. On les a attendus parce qu'on on attendait qu'ils venaient, quoi. On cherchait la confrontation. Mais c'est ça, la bagarre. Mais avec le recul, je me rends compte que la seule chose que je cherchais, c'est qu'il y en a un qui m'en mette une. Alors, parce qu'alors tout s'arrêtait. Et alors vous avez une chance absolument aussi incroyable, ou c'est vous qui l'avez déclenché, on verra, peu importe, mais dans tout ça, vous avez rencontré, vous, un commissaire, le commissaire belge, un poulet, ouais. Pour lequel vous êtes pris d'amitié. Mais une fois de plus, c'est la vie qui était chargée de vous interroger. Puisque je me fais arrêter pour 52 chefs d'inculpation différents, donc vous imaginez. Et là-dedans, il y avait meurtre, tentative de meurtre, règlement de compte, il y avait tous les trucs les plus fous. Et je suis en instruction, et dans le bureau où je suis en audition et en instruction, à un certain moment, ils doivent partir faire un flag en délit. Et plutôt que de me descendre dans les cachots, ils m'ont mis dans un bureau. Et devant moi, je me marre, parce qu'il y a un flic devant moi, là, il fait 1m60 pour 12 kilos tout mouillé, je me marre, mais enfin bon, je me marre. Et ce que je comprends pas, il m'enlève les menottes. Et je suis tellement sidéré qu'il m'enlève les menottes, peut-être parce que les collègues leur avaient pas dit ce qu'il fallait faire, et je vais vous dire, il fait même pire que ça, parce qu'il sort du bureau, il me laisse dans le bureau tout seul, sans menottes. Donc il vous fait une confiance totale. Et moi, au bout de 5 minutes, je regarde, et je regarde la fenêtre, et je me rends compte que je suis au 4e étage. Je dis, pour sauter, c'est peut-être un peu haut, ça va pas aller. Je dis, dès qu'il va revenir, je vais le prendre, je vais lui croquer le cou et je vais partir, quoi. Ah oui, c'est 1m60 que, attendez, je fais 1m90 pour 90 kilos, vous rigolez. Mais est-ce qu'il l'a fait exprès? Il a fait exprès. Il a fait exprès. Il l'a fait exprès? Il a fait exprès parce qu'en fait, on m'avait mis dans le bureau de la police judiciaire, section mineure. Et en partant, il a bougé un dossier qu'il a mis devant moi, fermé, et je m'en suis rendu compte qu'après, et à force d'attendre, j'ai ouvert. Et là, je suis tombé sur des photos que je ne sais pas vous expliquer. J'ai essayé de vous donner une idée. Imaginez une photo d'un gosse de 5 ans qui est défoncé parce que son père l'a sodomisé pendant la nuit. C'est ça que j'ai vu. C'est des photos comme ça que j'ai vu. Des gosses qui, comme vous avez entendu, qui ont eu les yeux, qu'on a cousus à vif, les yeux, parce que et j'ai vu ça devant moi. Et je me suis dit, c'est reparti. C'est reparti. Vous aviez le sentiment que c'était votre propre passé qui... Oui, parce que c'est des choses que j'avais vues, parce que et c'était là devant moi. Et il y a quelque chose dans ma tête qui s'est dit, mais c'est vrai. Donc, j'ai pas rêvé, j'ai pas fait de cauchemar, c'est vrai. Et en face de moi, il y a un mec qui s'occupe des choses comme ça. Et j'étais tellement sidéré qu'il y a un poulet qui s'occupait de choses comme ça, que ça m'a électrocuté. C'est-à-dire... Ça m'a électrocuté. Mais dans ce sens que vous n'avez pas bougé et que vous avez eu envie de lui parler? Non, je ne savais plus bouger. Je ne savais plus bouger. Parce qu'il y a une remise de questions. J'ai l'impression qu'on est peut-être plus sensible que les autres, parce que pour que ça nous touche et qu'on ait conscience, il faut que ça arrive à quelqu'un d'autre. Parce que vous, à moi, vous mettez 2 coups de couteau, je me marre. Je me marre. Patrick, ça veut dire que vous n'en aviez jamais parlé? Non. Et c'est donc la première personne avec laquelle vous en avez parlé? Oui. Avec laquelle vous en avez parlé, oui. pardon? Oui. C'est ce commissaire? Oui, Pierre-Bernard Welch. Et il est rentré dans le bureau. Et il est rentré à ce moment dans le bureau. Et il s'assoit. Et on est resté 10 minutes à se regarder. Il n'y a pas eu un mot. Et il a pris une pile de dossiers et les a déposés devant moi.
Et j'ai commencé à regarder. Est arrivé ce qui est arrivé, c'est la première fois de ma vie que j'ai pleuré, honnêtement. Alors, quand il a posé ses dossiers, il l'a fait aussi volontairement? Que je comprenne, ou c'est le hasard, ça? Parce que sinon, c'est quelqu'un d'hyper doué, très, très psychologue et qui a tout compris. Mais je pense que même dans un acte délibéré, il y a toujours une part de hasard. Et il s'est passé quelque chose d'électrique entre le personnage, entre un poulet, quoi. C'était un poulet, et moi. Et on en a discuté, et on est passé des heures à discuter là-dessus. Et je suis retourné dans ma cellule, et j'ai pris du recul par rapport à tout ça, et j'ai réfléchi. Et je me dis, quoi qu'on me fasse, quoi qu'on me juge, quoi qu'on dise, si avec les pouvoirs que j'ai en tant que voyou, je peux sauver un gosse, ce sera peut-être le plus beau cadeau que je pourrais donner à tous les gens qui m'ont fait du mal. Parce que je pense que c'est la meilleure façon de leur mettre une claque et de leur dire quoi vous avez dit, quelles que soient les conséquences suite à vos décisions, regardez qui je suis et regardez ce que j'ai fait. Et maintenant, vous, essayez de faire la même chose. Et je lui donne un coup de main. Ce n'est pas fréquent d'avoir un coup de chapeau rendu à un commissaire par un prisonnier. Non. C'est émouvant de le revoir pour vous, à ce moment-là? Oui, parce que je sais que je sais, moi, le prix que j'ai payé pour que ça passe à la télévision. Alors, ça, j'aimerais savoir justement quel prix, puisqu'on vous entend dire « je ne suis pas une balance ». On imagine ce que ça signifie derrière. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que après, j'ai dû mettre les pendules à l'heure. Et c'est peut-être une manière à moi de tourner la page. J'avais plus envie d'être voyou. Dans le même temps, quand vous avez rendu cet hommage au commissaire belge, vous avez permis à l'association dont il s'occupait à l'époque. On a eu plus de 600 000 ou 700 000 francs français pour l'SBL. Pour aider les jeunes en difficulté. Oui. Les gens ont donné, ça a permis de récolter beaucoup d'argent. On a eu beaucoup de sous par rapport à ça et j'avais donné ma parole d'honneur aussi que quand je sortirais, il voulait absolument que je l'accompagne. Et je dis écoute, si la vie fait que je suis libéré à ce moment-là, ben je viendrai avec toi. Et effectivement, le hasard a bien fait les choses parce que c'est un mois après ma libération. C'était en 91, je crois que vous êtes sorti de prison à peu près. Et quelques semaines après, sortant de prison, imaginez-vous, vous avez vécu des années et des années dans 9 mètres cubes. Et ils m'ont emmené dans le désert avec les jeunes et j'ai fait 190 km à pied avec eux dans le désert. Et je me demandais ce qui m'arrivait, parce que quand vous avez 100 000 km² de dunes et de ciel merveilleux et que vous venez de 9 mètres cubes... Ce que j'aimerais savoir précisément, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, en sortant de prison, vous avez deux choix, ou repartir et devenir à nouveau l'ennemi public numéro 1, replonger, ou vous en sortir. Pourquoi vous en sortez? Je sais pas expliquer, mais je me suis dit dans ma tête, maintenant j'ai deux choix. Ou je prends la facilité et je téléphone à mes potes, et ils viennent me chercher avec les belles voitures et je remets des costards à 300 sacs avec des pompes à 1 000 $ et je reprends mes montres Rolex et je recommence et je remets des coups de calibre à tout ce qui bouge et c'est reparti. C'était le plus facile. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez pris l'autre solution? J'ai préféré l'autre côté parce que c'est vrai que Pierre Bernard me disait aussi, si tu deviens social, tu peux dormir tranquille parce que si tu entends une sirène de flic, tu sais qu'on ne vient pas te chercher parce que ceci, parce que cela. Donc il essayait de me socialiser, si on veut. Et je me suis dit, dans le fond, pourquoi pas? Et peut-être que je vais trouver une nana, et peut-être que je vais me faire une famille, et peut-être que ceci, et peut-être que je vais m'en sortir. À un moment donné, il y a quand même le destin qui frappe, plus votre volonté à vous en sortir. Vous devenez plombier, et c'est là quand même que vous allez nous raconter, mais que vous avez rencontré cette personne qui détenait je crois que c'est un savon, un produit nettoyant. Vous avez là aussi la petite étincelle, et vous l'avez commercialisé, et vous êtes devenu cet industriel qui fonctionne très très bien aujourd'hui. Oui, ça a été très très vite, puisque en étant plombier, où j'ai aussi menti pour me faire engager, mais enfin bon, ça fait rien. Et un jour, j'étais faire un dépannage chez un vieux monsieur qui était dans une charrette roulante, et plombier, en général, on travaille dans les caves. Donc j'ai été faire des réparations dans les caves, et le monsieur est en haut de l'escalier. Et je dis, voilà, j'ai terminé le travail, et le monsieur était dans sa charrette, et on voyait qu'il voulait voir ce que j'avais fait. Je l'ai pris dans la charrette, je suis descendu, escalier avec lui, je me suis mis à genoux, et j'ai utilisé mon genou comme siège pour qu'il puisse voir. Et ce monsieur était tellement sidéré que je fasse ça, quoi. Il était tout content, et je dis, je voudrais bien me laver les mains. Et il me dit, là, vous allez, il y a un savon. Et je prends le savon, et au moment où je mets le savon sur mes mains, je retire mes mains, parce que la crasse, elle partait à une telle vitesse que je croyais que c'était de l'acide et que ça allait me brûler les mains, quoi. Donc, je me suis saisi. Et en fait, ce monsieur, à ses heures de loisirs, et quand il était encore potent, c'est comme ça qu'on dit, qu'il pouvait encore marcher, comme d'autres font les trains électriques et les timbres, il avait inventé un savon. Et il m'a laissé le morceau, et
15 jours après, j'ai essayé le savon, je trouvais ça merveilleux. Je suis retourné le voir, j'ai dit, mais c'est fantastique votre truc, vous en faites rien. Il dit, écoutez, quand vous avez été gentil avec moi, j'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants, ma femme est décédée. Voilà, je vous donne tout. C'est extraordinaire. Je vous donne tout. Et c'est là où, quand même, vous avez une idée ça reste, ça reste encore des mois dans ma camionnette, parce que, attendez, je suis quand même un peu masculin, et moi, m'occuper de détergent, c'est un peu féminin, donc j'étais pas trop chaud. Et puis un jour, j'ai créé Force 7, et j'ai profité, si on veut, du culot que j'avais, que j'étais voyou. Je me dis, qu'est-ce qu'il faut? Il me faut un client pour que j'ai une carte de visite. Je dis, maintenant, dans le fond, nettoyer des avions, ça, c'est une bonne idée. Et je suis rentré chez Sabena, la secrétaire, elle me dit, que vous voulez voir qui? Je sais rien, je dis, le patron. Et j'ai poussé la porte, j'ai dit, excusez-moi, je dis, je vous dérange pas trop. Je dis, moi, je sais pas comment ça marche ici. Je dis, j'ai inventé un savon, voilà ma carte de visite, je vous dérange pas plus, je m'en vais. 3 semaines après, je livrais 50 tonnes de savon. Voilà, c'est comme ça que... Et j'ai engagé tout du personnel et j'ai donné du travail à tous les ateliers protégés. Et mon produit s'est retrouvé en Chine, en Australie, aux États-Unis, et c'est parti. Et c'est parti, quoi. Mais Combien de sociétés aujourd'hui? 6. 6. Oui. C'est une réussite absolument incroyable. Et moi, ce qui me touche beaucoup... Ma réussite, c'est pas mes sociétés, ma réussite sont mes enfants. Oui, alors justement, mais ce qui me touche beaucoup quand même, comme dans l'histoire de Tim, c'est que vous n'êtes pas obligé de raconter votre passé. Alors pourquoi vous avez choisi de le rendre public? Il faut assumer tout ça. J'ai réfléchi tout le week-end à ça, parce que vous parlez, je sais déjà les conséquences, hein. Je sais le prix que je vais payer. Je sais, parce que je l'ai déjà vécu au début, parce que quand la presse belge a marqué en grand des pages entières, le gosse de rue est devenu PDG, et ceci, il y a un autre qui a fait un autre article de la tôle à la tôle, puisque j'ai construit des voitures aussi. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, justement, Patrick, quand ça a été écrit dans la presse? J'ai perdu 85% de mes clients. Parce que socialement, des sociétés ne pouvaient pas associer leur nom à quelqu'un qui avait été voyou, qui faisait des braquages. On ne me l'a pas dit ouvertement parce qu'ils les ont pas. Pour dire ça, ils les ont pas. Hein. On préfère envoyer des fax. C'est Mais c'est terrible ce que vous êtes en train de dire. Ça voudrait dire qu'on vit dans un monde imbécile. Non, imbécile est encore gentil, je pense. Vous savez, il y a une phrase que j'ai dit... Non, mais c'est terrible parce que... Il y a une phrase que je voudrais dire... tous les exemples que vous essayez de porter pour montrer à quel point, ayant tout subi et tout, on peut s'en sortir, si le fait de le dire vous pénalise et on vous renvoie au passé, c'est une catastrophe. C'est le contraire de tout ce qu'on essaie de faire. Madame Dumas, vous le faites exprès ou c'est pour me provoquer? Je vous provoque, oui, en même temps, oui. Parce que ce prix me semble tellement lourd à payer que je pense qu'il faut en parler. Mais quand ça commence, ça ne s'arrête jamais, Madame Dumas. Ça ne s'arrête jamais. Il faut accepter ça. Et c'est à ce moment-là que vous devenez fort. Et c'est à ce moment-là que vous contrôlez les choses. À partir du moment où vous acceptez que ça ne va jamais s'arrêter, vous rentrez dans le créneau de je les domine, je les gère. Je ne me fais plus dominer. Donc je gère les choses maintenant. Moi, je pense qu'on aurait honte d'abord pour ceux qui vous enlèveraient effectivement les marchés, mais on aurait honte, nous tous, si effectivement, après cette émission, vous perdiez des marchés. C'est une chose inenvisageable. Mais c'est mon choix, Madame Dumas. Vous ne devez pas avoir de crainte. C'est mon choix. Je suis venu ici bien réfléchi, j'ai bien assumé, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si aujourd'hui j'ai sauvé un gosse, qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'ils n'achètent pas mon savon? Qu'est-ce qu'ils vont m'enlever? De l'argent? Tant qu'on ne frappe plus, tant qu'on n'a plus peur de dormir, et tant que la porte elle s'ouvre, que ce ne sera pas pour prendre dans ça. On s'en fout du reste. Mais les seuls qui ont le pouvoir de changer les choses, ce sont des gens comme vous. Hein. Parce que nous, on ne les écoutera pas. Je voudrais te dire un mot par rapport aux associations que vous avez créées, Patrick. Et aussi parce que je sais qu'aujourd'hui, vous versez à l'association du commissaire belge des fonds. ULM pour les enfants du juge et... Voilà, flics et voyous. Voilà, et je voudrais que ça me semble très important. Vous avez ces deux associations, l'association donc du commissaire et une partie de vos biens, donc de ces contrats que vous avez. Ça sert à ça, à aider les associations et tous les enfants en difficulté. Surtout qu'en plus, il est important de savoir qu'on fait des voyages où des fois on réunit des enfants belges, luxembourgeois, français, suisses, espagnols, italiens, pour qu'il y ait un courrier par après qui suit entre eux. Donc, même si des Français, il y en a plein qui vont nous regarder, ont envie d'envoyer, ils se renseignent sur Internet, il y a le site, il y a tout ce qu'il faut, ils peuvent envoyer des sous. Même 2 francs français, ça suffit. Parce que si 1 million de personnes envoient 2 francs français, ça fait beaucoup d'argent. Donc ça, c'était important de faire ça. Oui. Vous aussi, de tendre la main aux autres, aux enfants. Un des moteurs qui me fait avancer tous les jours et qui me fait mettre un pas devant l'autre, c'est que je me dis que peut-être indirectement, tout ce que j'ai subi moi, quelqu'un d'autre ne va pas le subir. C'est un des moteurs qui fait que j'avance. Parce que je me dis, si aujourd'hui je suis vivant, avec la tronche que j'ai, et avec les enfants fantastiques que j'ai, avec ce que j'ai construit, je dis, j'emmerde celui qui a géré tout le mal qu'il m'a fait. Parce que tant qu'il s'est acharné sur moi, il n'a pas touché à quelqu'un d'autre. Et le reste, je m'en fous. Alors,
Mérine et Alexandra, qui sont, vous dites vos filles, qui sont des enfants de femmes avec... Ils ont chacun leur famille, mais ils m'appellent Daddy, c'est pas moi qui les ai faites. Et tout ce que je construis maintenant, c'est pour mes enfants, quoi. C'est ma priorité, c'est mes enfants, quoi. Ils sont archi protégés et je ne vis que pour eux. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre père quand vous l'entendez comme ça? Parce que j'imagine que c'est aussi assez chargé et que ça vous enlève tous les mots, non? En effet, ça enlève absolument tous les mots. Je ne sais pas quoi lui dire de plus, sauf que je lui tire mon chapeau. Je suis contente, pour moi c'est un modèle et je suis fière de l'avoir rencontré, je suis fière d'être sa fille et je ferai tout pour pas le décevoir. Ben voilà, je crois que c'est le plus bel hommage qu'on puisse rendre à Patrick. Mais il pleure pas. Hein? Il ne pleure pas. En tout cas, j'espère, Patrick, qu'on se montrera tous réunis, et je parle aussi de tous ceux qui nous regardent, des téléspectateurs, voilà, à la hauteur de vos attentes, qu'on sera tous un peu plus intelligents. En tout cas, moi, je suis très contente que vous vous soyez rencontrés sur ce plateau, parce que je crois que vous ne vous connaissiez ni les uns ni les autres. Donc, je vous remercie pour ces témoignages qui sont pleins de vérité, et aussi une vérité tellement difficile à dire, et en particulier tous les deux, puisque vous avez insisté sur le prix à payer de ce témoignage. Merci. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.